Richard Thorpe fait partie de ces réalisateurs qui ont tourné tous les genres de cinéma pour les studios hollywoodiens. Mais il s'est particulièrement distingué dans les films d'aventure, avec, notamment, un des épisodes de la saga des Tarzan avec Johnny Weissmuller, Tarzan à New York, tourné en 1942. En 1952, il réalise l'excellent Ivanhoe avec Robert Taylor. Cette même année, il réalise le remake presque plan pour plan du film de John Cromwell réalisé en 1937, Le prisonnier de Zenda, adaptation du roman de Anthony Hope publié en 1894. Le cinéma américain se délectait de ces histoires des temps passés qui témoignaient de la grandeur d'antan du vieux continent. Le recours à la littérature européenne du XIXe siècle ou simplement à son histoire a donc été une recette souvent utilisée par les scénaristes et producteurs pour faire rêver les Américains. Ainsi, tout comme Le prisonnier de Zenda déjà plusieurs fois adapté en muet, les premières décennies hollywoodiennes, jusqu'aux années 1950, furent prolixes en films qui revisitaient, parfois en dépit de toute véracité historique, les grands récits européens, réels ou mythifiés. Les aventures de Robin des Bois, Oliver Twist, Quasimodo, et plus tard, les Chevaliers de la Table Ronde, Quentin Durward, les Vikings et bien d'autres encore. La version du prisonnier de Zenda que tourna Richard Thorpe en couleur ne manque pas de panache. Stewart Granger, acteur devenu star avec Les Mines du roi Salomon, mais surtout Scaramouche, réalisé en 1951, y tient un double rôle, celui du prince Rudolph, futur roi d'un pays imaginaire, la Ruritanie, et celui d'un sujet britannique, Rudolph Rassendyll, sosie et cousin éloigné du prince. Le rôle féminin principal est tenu par Deborah Kerr, que Stewart Granger retrouve justement après avoir tourné avec elle dans Les Mines du roi Salomon. Elle interprète la princesse Flavia, devant épouser Rudolph devenu roi. Robert Douglas interprète le rôle du duc de Strelso, voulant éliminer son demi-frère, Rudolph, pour régner à sa place. Quant au personnage de Rupert de Enzo, il est le plus ambigu de l'histoire, magnifiquement interprété par un James Mason, acteur britannique dont la carrière allait prendre une véritable ascension par la suite. La version du prisonnier de Zenda, tournée par Richard Thorpe, s'inscrit donc dans la pure tradition hollywoodienne qui mêle intrigue politique, aventure et drame amoureux. Pourtant, derrière cette aventure romanesque, c'est bien une représentation de l'Europe continentale qui est proposée aux spectateurs, une Europe du XIXe siècle, mais aussi de la guerre froide. Le film de Richard Thorpe plonge les spectateurs dans une ambiance bien étrange. Dès le générique, le film fait la part belle à l'adaptation littéraire. Par une succession de feuillets, les différents crédits se succèdent sur des pages semblables aux vieux livres d'histoire. Les textes calligraphiés à l'ancienne et l'ensemble rempli d'enluminures renvoient clairement à un récit du passé. À bien y regarder, chaque illustration conforte le spectateur dans sa représentation d'une Europe du XIXe siècle. Le blason côtoie un château et autres représentations des symboles d'une Europe de l'époque des seigneuries. Pourtant, le dernier carton décoré d'une splendide couronne et d'une épée ne manque pas de troubler le spectateur. En insistant sur le fait que la ressemblance des personnages du prisonnier de Zenda avec toute personne vivante ou morte ne serait que pure coïncidence, le réalisateur pousse au contraire à retrouver quelle situation pourrait se cacher derrière cette histoire. Il faut dire que le début du film est d'une autre teneur. Loin du Moyen-Âge ou de l'Ancien Régime, le film débute par la représentation d'un train, symbole, même en 1952, de la modernité de la révolution industrielle. Or, ce train est filmé sur fond de carte d'Europe. Selon un code classique du cinéma, son déplacement de la droite vers la gauche correspond bien au déplacement de l'ouest vers l'est. Et c'est bien ce trajet que le train du film du prisonnier de Zenda effectue. Ce déplacement oriental est d'ailleurs confirmé à la lecture de la plaque indiquant les différentes étapes qui jalonnent le trajet de l'Orient Express, ligne mythique traversant toute l'Europe. Par ses plans, le réalisateur témoigne à la fois des dimensions de l'Europe, du nombre d'États qui la composent, mais aussi des possibilités de s'affranchir des distances par les voies ferrées.
Le réalisme de ce début du film laisse alors un doute pour le spectateur. En lisant la liste des villes relais de l'Orient Express, l'une d'entre elles semble inconnue, Strelso. À sa gare, une procédure habituelle est alors présentée. La descente dans cette ville oblige les visiteurs à présenter leur passeport. Le policier porte un uniforme qui n'est pas sans rappeler celui des Allemands, avec notamment un casque ressemblant au fameux casque à pointe. Les passeports présentés ne sont en fait que des vagues laissez-passer, mais remplis de sceaux, laissant présager la difficulté diplomatique pour passer la frontière. Le visiteur sur lequel s'attarde le réalisateur est interprété par Stewart Granger. Il s'appelle Rudolf Rassendyll et vient d'Angleterre. En donnant à ce personnage des vêtements à la Sherlock Holmes et une moustache typiquement britannique, il y a une claire volonté de faire s'opposer deux types de populations. Une occidentale et une autre clairement de l'Est de l'Europe. Filmé en contre-plongée, Rudolf Rassendyll s'étonne de l'égard qui lui est accordé, ainsi que du comportement des habitants de Strelso. Ceux-ci sont montrés en plongée, les écrasant par rapport à lui. Leur attitude est accentuée pour signaler combien celui qu'il voit est autrement plus important que l'information qu'il a donnée sur son passeport. Quant à leur tenue vestimentaire, elle renvoie aux populations slaves de l'Europe de l'Est telles qu'on pouvait les montrer dans la propagande occidentale présentant les peuples du bloc soviétique. Enfin, filmée désormais de manière neutre, la caméra suit Rassendyll, toujours dubitatif sur les réactions à son encontre. S'il passe d'abord devant une affiche peu lisible, puis s'en éloigne, la caméra abandonne Rassendyll pour revenir en gros plan sur cette même affiche. Le spectateur peut alors comprendre les raisons de la méprise. En effet, Rassendyll est le sosie du prince Rudolf, futur roi de Ruritanie, pays clairement imaginaire. L'effet de cette première séquence, additionné au générique, est double. Il introduit à la fois l'intrigue qui conduira inexorablement les deux Rudolf à voir leur destin se croiser. Mais surtout, il marque la différence entre une Europe occidentale, représentée par Rassendyll, peu enclin au culte de la personnalité, et une Europe orientale, dont la population est marquée par le poids du chef, dont le portrait est présent partout, y compris dans une gare. En 1952, cette différence est évidente pour tous les spectateurs occidentaux. Le passage vers l'Europe de l'Est, la nécessité de nombreux visas pour y résider, le culte de la personnalité sont autant d'indices qui peuvent projeter le spectateur ailleurs qu'au XIXe siècle et bien en pleine guerre froide. Le reste du film valorise donc les vertus du Britannique, marqué par son idéal de liberté et de vérité, tandis que les autres personnages semblent, eux, guidés par l'autoritarisme, le goût du complot et de la trahison. La mise en scène de Richard Thorpe, révélant l'élaboration du plan des conspirateurs, permet ici à la fois de les montrer, tout en les cachant, par les retours des fauteuils masquant leur visage. Le film montre aussi la fatalité à vivre de manière contraire à ses désirs dans de tels pays, comme Flavia, contrainte à vivre en Ruritanie. Mais le personnage le plus ambigu reste indiscutablement Rupert de Enzo, dont les attitudes renvoient sans aucun doute à celles d'un occupant nazi. À la fin du film, il échappe à la mort, comme d'autres nazis avaient réussi à y échapper après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi par le choix des couleurs des soldats que le camp du bien, bleu et rouge, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France, se distingue du camp du mal, en vert et gris, comme autrefois les nazis, et en 1952 les soviétiques. Le prisonnier de Zenda témoigne donc autant de l'immensité de l'Europe et du nombre d'États qui la composent, que des différences de régime politique qu'on y rencontre, que ce soit au XIXe siècle, mais surtout en 1952, en pleine guerre froide.